Chose promise, chose due, voici la deuxième partie de notre portrait sur François Mitterrand. La première partie est sortie le mois dernier sur la chaîne YouTube de Blast, elle est toujours disponible, allez la voir. Après, c'est comme Fast and Furious, il y a plusieurs épisodes, mais vous n'êtes pas obligé de les voir dans l'ordre pour comprendre. La dernière fois, c'était sur Mitterrand pendant Vichy, on vous a raconté sa vie, on vous a parlé de son milieu social. Là, on parle de son arrivée au pouvoir, puis du fameux tournant de la rigueur, donc on va plus se concentrer sur une période historique. Eh ben, c'est parti. Ah, les années 80, les ordinateurs à gros boutons, le tabagisme dans les lieux publics et les clips de musique racistes. Mais oui, les années 80, l'assassinat de John Lennon, le premier Super Mario Bros, et surtout la cuisine des mousquetaires avec Maïté et Micheline. Des gésiers, des lamelles de magret et du foie gras chaud. Et on referme le couvercle et on mange. Mais les années 80, c'est aussi en France et pour la première fois sous la Ve République, l'élection d'un président socialiste. 5, 4, 3, 2, 1... François Mitterrand est élu président de la République. Avec 51,76% des voix, François Mitterrand est élu le 10 mai 1981 à la présidence de la République française, après 2 tentatives infructueuses en 1965 et en 1974. La gauche retrouve le pouvoir après plus de 20 ans dans l'opposition et surtout pour la première fois, un parti socialiste gouverne sans avoir la nécessité de s'allier avec des partis plus centristes, comme c'était souvent le cas sous la 4ème République. Je crois qu'on ne mesure pas aujourd'hui l'intensité des réactions populaires après cette victoire. Oui, le soir du 10 mai 81, pour le peuple de gauche, ça a été un moment de liesse indescriptible. Place de la Bastille, la fête populaire. Ils seront 200 000 au pied du génie de la liberté. Et cette fois, ce n'est plus pour revendiquer, mais pour se réjouir. C'est difficile de réaliser ce qu'a été cette nuit du 10 mai avec notre regard actuel sur la gauche. Ouais, faites l'expérience. Essayez de demander à quelqu'un de gauche qui a vécu cette nuit du 10 mai 81 comment c'était. Et les réactions de la droite aussi, on se rend difficilement compte. Ils n'étaient pas juste déçus, ils étaient terrorisés. Il y a des gens ici qui ne me croient pas, notamment dans la jeune génération. Mais je pourrais retrouver mes tracts où on voit qu'on vous annonçait que l'armée rouge était à même pas 24 heures de Paris et que donc les chars viendraient. Alors, l'armée rouge est jamais venue. Il n'empêche que pour la bourgeoisie française, Mitterrand président, c'était un saut dans l'inconnu. Oui, regardez, la télé suisse était allée filmer une famille de droite à l'annonce des résultats. Monsieur François Mitterrand est élu président de la République. Oh là là, 7,7%. Eh oui, je vous disais. Valéry Giscard d'Estaing, 48,3%. Eh ben, c'est bien, chers amis, on est parti pour l'aventure. Pourtant, plusieurs signaux indiquaient que Mitterrand allait gagner, mais l'opinion n'y croyait pas. Oui, selon un sondage Sofres de l'époque, seuls 21% des Français misaient sur une victoire de Mitterrand, contre 52% sur une victoire de Giscard. Ça veut dire que même les électeurs de gauche ne pensaient pas ça possible. Oui, ce pessimisme s'explique aussi par le contexte de l'époque, comme le raconte Mathias Bernard dans son ouvrage « Les années Mitterrand ». 23 années d'exercice du pouvoir par la droite ont accrédité l'idée que la gauche était vouée à rester dans l'opposition. Le souvenir des présidentielles de 74 et des législatives de 78, perdues de justesse alors même que la victoire semblait à portée de main, n'ont fait que renforcer ce sentiment, d'autant plus que c'est une gauche divisée qui a abordé le scrutin de 1981. Ah, la division de la gauche. Heureusement qu'on n'en parle plus du tout aujourd'hui. La saucisse, le twerk, tout ça. J'ai envie de dévoir ce truc. Non mais attends, rien qu'avec ce montage, on a fait plus pour l'union de la gauche que toute la NUPES réunie. En 81, il n'y avait pas la NUPES. La gauche était divisée entre les socialistes et les communistes. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Oui, quand il s'est présenté en 65 et en 74, Mitterrand était le candidat de l'union de la gauche. Il avait le soutien du PCF et des radicaux de gauche. Et François Mitterrand a eu l'idée de créer le Parti socialiste, qui n'existait pas avant lui. Il y avait ce qu'on appelait la section française de l'Internationale ouvrier, et de nombreux partis divers. Lui a eu l'idée et la stratégie de les regrouper en un parti unique, Parti socialiste, et de faire une alliance avec le Parti communiste, qui était extrêmement courageuse à l'époque, puisque le Parti communiste était beaucoup plus puissant, donc c'était une alliance avec quelqu'un de plus puissant, qu'il a réussi à transformer de façon à faire en sorte que le Parti communiste progressivement disparaisse. Donc, en 80, c'est la première fois que Mitterrand se présente sans le soutien du Parti communiste. Et ce n'est pas rien. Les deux partis avaient travaillé très étroitement ensemble, entre 72 et 77. Ils avaient même un programme commun. Le programme commun, en fait. Oui, et en plus, ce programme commun existait alors que la gauche était loin de se casser la gueule à l'époque. C'était pas une union pour répondre à une crise, mais pour construire un véritable projet de société. Mais ce qui est vrai, c'est que comme la gauche n'arrivait pas à gagner unie, on peut comprendre que les gens aient été surpris de voir Mitterrand l'emporter alors qu'il faisait cavalier seul. Mais le soir du 10 mai 81, si la population ne s'attend pas à la victoire, elle peut s'expliquer historiquement. 1981
n'est certainement pas une surprise inouïe. C'est le résultat d'un long cheminement qui a ébranlé la société française dans ses profondeurs. 1981 est, du point de vue du rapport de force sociale, d'abord l'enfant de 1968. Cette victoire est à la fois le fruit des luttes sociales de 68, mais aussi le résultat de ces années d'union de la gauche dont on vous a parlé. Même si le PS part seul en 1981, le programme du candidat Mitterrand est très largement inspiré du programme commun. C'est les fameuses 110 propositions pour la France du candidat socialiste. Et au PCF, ils savent que leur programme est proche de celui des socialistes. Ils vont de nouveau s'allier à eux après l'élection. 4 ministres communistes entrent au gouvernement après les législatives. Il s'agit de Charles Fitterman au transport, d'Anicet Le Pors à la fonction publique, de Marcel Rigout à la formation professionnelle et de Jack Ralite qui hérite du portefeuille de la santé. Ne m'en parlez pas trop, j'aurai les larmes aux yeux. C'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que, d'abord, on se dit, est-ce que je serais capable? Et ensuite, on pense à toute l'histoire. Quand elle arrive au pouvoir, la gauche sait qu'elle est attendue au tournant. Elle va donc immédiatement enclencher les réformes. Ce nouvel exercice du pouvoir correspondait aussi au sentiment, répandu à gauche en 81, qu'il fallait aller vite pour changer les choses avant que les inerties reprennent le dessus et que les contre-attaques de la droite et du patronat ne se déclenchent. Et ce qui a été fait dans les premiers mois de la présidence Mitterrand, c'est probablement le moment le plus de gauche de toute l'histoire de la Ve République. Tu veux dire encore plus de gauche que le gouvernement Cazeneuve de 2016 avec Bruno Le Roux comme ministre de l'Intérieur? Ouais, encore plus de gauche que ça. Waouh, ça doit être vraiment de gauche alors. C'est de turbo-gauche même. Dès le lendemain de l'élection, Mitterrand, les socialistes et les communistes font passer une montagne de réformes progressistes. L'abolition de la peine de mort, la décentralisation, la reconnaissance des radios, la dépénalisation de l'homosexualité. Relèvement de 60 à 65% du taux supérieur de l'impôt sur le revenu. Application d'un prélèvement additionnel exceptionnel de 25% sur les revenus supérieurs à 100 000 francs. Des lois sociales majeures sur les conditions de travail, les comités d'hygiène et sécurité. Doublement du budget de la culture, passage à 1% du budget. Création de la fête de la musique, vous vous en souvenez, création des zéniths et des musées dans les villes. Beaucoup d'autres choses encore que je pourrais citer. Prix unique du livre. Je m'arrête là parce que sinon, on y passe la soirée. Vous l'avez entendu, ces réformes, elles touchent des secteurs et des thèmes très variés. En fait, cette diversité montre que Mitterrand a réussi à cette époque à faire la synthèse entre les aspirations des différents courants de la gauche. Les communistes et les socialistes ont leur loi sur le travail et leur nationalisation, et la nouvelle gauche, représentée par des figures comme Rocard et Héritière de 68, obtient les réformes sur la dépénalisation de l'homosexualité par exemple, mais aussi des mesures sur la décentralisation, mesures dont se méfie la gauche traditionnelle, plus jacobine. Enfin, c'est assez schématique là, mais vous avez l'idée générale, tout le monde s'y retrouve. Et c'est ainsi que les Français vécurent heureux, dans un pays de gauche jusqu'à la fin des temps. Non, visiblement, c'est pas le cas. On vit pas dans une utopie de gauche, non. On a l'abject Darmanin, on a Bruno Renflement-Brun le maire, et puis on a Carl Olive le député chanteur. Si on manquait de quoi que ce soit, y a toujours le 49.3 qu'Elisabeth peut dégainer. Le truc, c'est que Mitterrand est resté 14 ans au pouvoir. Là, on vous a parlé que du début de son premier septennat. Ouais, il va finir par faire ce que la gauche sait faire de mieux, décevoir ses électeurs. Dès l'automne, les nuages s'amoncellent. En octobre, il faut dans l'urgence solder le passif, effectuer la dévaluation qui n'a pas été faite en juin. La relance par la consommation gonfle le budget et creuse le déficit. L'état de grâce n'a duré que 6 mois. Seulement 6 mois après l'élection de Mitterrand, la situation économique se dégrade fortement et le gouvernement doit déjà freiner les dépenses publiques. C'est le début d'une inflexion politique qui aboutira plus tard à ce qu'on a appelé le tournant de la rigueur de 1983. On parle beaucoup du tournant de 1983, mais on en parle très mal. Quelle était la situation? Nous avions eu 4 dévaluations. Nous avions instauré le contrôle d'échange et l'emprunt forcé. Le pays a touché le mur de l'argent. Et face à ce mur de l'argent, qui est en fait une crise économique structurelle, le plan de rigueur des socialistes est très dur. Mélenchon a évoqué un emprunt forcé, mais il faut se rendre compte de ce que cela a signifié. L'État est allé ponctionner de l'argent directement sur le compte en banque des Français. Et pas que des plus riches, loin de là. Henri et Jeanne appartiennent à la catégorie des cadres moyens. En 1983, sans le plan d'austérité, la note des impôts aurait dû s'élever à un peu plus de 25 000 francs. Mais ils devront payer le prélèvement de 1%, soit 1520 francs, auquel il convient d'ajouter l'emprunt obligatoire. En résumé, Henri et Jeanne auront à verser 4 000 francs d'impôts supplémentaires, soit une augmentation de 16% environ. Cette politique va être d'une violence sociale inouïe.
Comme l'explique l'historienne Ludivine Vantini dans son livre « La France à l'heure du monde de 1981 à nos jours », à ce moment-là, des pans entiers de l'industrie sont condamnés au nom de la rentabilité. Des emplois sont supprimés dans les mines, la sidérurgie et l'industrie navale. Alors que le chômage connaît une hausse historique, le gouvernement prend des décrets qui réduisent la durée et le montant des allocations. En 18 mois, 600 000 chômeurs perdent leur droit d'indemnisation. On observe une multiplication du recours à des temps partiels, des contrats à durée déterminée, de l'intérim, de la sous-traitance. Et pourquoi ils ont fait ça? Ils n'ont pas juste trahi parce qu'ils sont méchants. Bon, déjà, Mitterrand, il s'en foutait de l'économie. Il pensait que c'était vraiment la politique qui menait le monde, et donc l'économie, c'était pour lui quelque chose de subalterne. Il fallait que ça suive. Mais bon, l'économie, ça suit pas juste comme ça. Et ça, les socialistes l'ont appris à leurs dépens. Le programme commun a été rédigé en 72, en s'inspirant de mai-juin 68. Mais en 81, le monde, il a beaucoup changé. C'est pas 68 années de la jeunesse. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est le vrai monde dehors. Dans les années 80, l'heure n'est pas à la révolution socialiste, mais plutôt à la révolution conservatrice. De nombreux chefs d'État sont élus sur des programmes de dérégulation de l'économie. C'est le cas de Margaret Thatcher, élue en 1979 au Royaume-Uni, et surtout de Ronald Reagan aux États-Unis, qui arrive au pouvoir la même année que François Mitterrand. Donc la gauche française qui arrive en 81 avec un programme de nationalisation, des ministres communistes et la fête de la musique, c'est totalement à contre-courant de l'époque. Voilà comment le gouvernement français est décrit par les journalistes Pierre Favier et Michel Martin-Roland dans leur bouquin. Ces irréductibles Gaulois qui mènent leurs affaires à l'abri de leur petit village, argumentant sur la relance, alors que, sur le reste de l'Europe, règne la Pax Rigorosa. Oui, ce qui est à la mode en 81, c'est pas la relance, c'est ce qu'on va appeler le néolibéralisme. Cette théorie économique et politique est née aux États-Unis au sein d'un groupe d'universitaires, l'école de Chicago. Des économistes comme Milton Friedman, qui obtient le prix Nobel en 1977, y prônent la liberté absolue d'un individu uniquement guidé par la recherche du profit et sont hostiles à toute forme d'intervention de l'État sur l'économie. Ces théories s'opposent au keynésianisme en vogue après la Seconde Guerre mondiale et qui favorise plutôt des politiques de relance soutenues par l'État. Et c'est donc ce que les socialistes essayent de faire en France en 81. Et ça marche pas très bien. Malheureusement, les entreprises étaient dans un état psychologique tel qu'elles n'ont pas saisi cette opportunité. Et moi-même, j'ai été surpris du peu de réaction de l'appareil de production française à cette relance. Ouais, le patronat avait peur. Faut dire qu'ils n'avaient pas l'habitude de travailler avec des socialistes à l'époque. Ils étaient encore sur les chars soviétiques vont venir et tout ça. Oui, mais il n'y a pas que ça. C'est que la mondialisation s'accélère aussi. Et dans un monde qui était de plus en plus interdépendant, il était difficile qu'il y ait quelqu'un qui déroge à la règle qui finissait par s'imposer, celle d'un libéralisme se libérant de toutes les contraintes, notamment des contraintes sociales. Et il y a immédiatement un affrontement larvé qui est devenu très vite assez difficile à supporter entre ceux qui rêvaient encore cela, ceux qui le pensaient possible, et ceux qui, se retrouvant aux commandes, voyaient l'inertie, les blocages, les contraintes, les impossibilités. Alors vous voyez déjà poindre le vocabulaire qu'on connaît un peu aujourd'hui. D'un côté, il y a les utopistes et les rêveurs qui veulent toujours être de gauche, envers et contre tout, et de l'autre, il y a les vrais rationnels et pragmatiques qui ont tout compris et qui vont prendre le tournant de la rigueur. C'est le cas de Jacques Delors, qui est un des premiers à prendre ce virage, ou même du Premier ministre Pierre Mauroy, ou même de Michel Rocard. En effet, une bonne partie de la nouvelle gauche se convertit à l'économie de marché dans les années 80. Mais c'est pas les seuls. Cette conversion s'opère lentement mais sûrement dans les premières années du septennat, avec quelques dates clés. Le vendredi 16 avril 82, un rendez-vous est organisé entre Pierre Mauroy et 5 de ses ministres et le patronat pour signer un pacte secret. À la recherche d'un second souffle, le gouvernement fait d'importantes concessions aux revendications patronales. Allègement de la taxe professionnelle de 10% en 1982 et 1983, 11 milliards d'impôts en moins, arrêt à 39 heures de la réduction de la durée hebdomadaire du travail et surtout plafonnement des charges sociales des entreprises pour 1 an. Et Mitterrand dans tout ça? Non, parce que c'est les portraits, l'émission, quand même, à la base. Parce que là, on est en train de vous faire tout le contexte des années 80. Mitterrand, au début, ces histoires de rigueur, il sait pas. On dirait qu'il s'en fout un peu. C'est vraiment vu et sans tape. Je sais pas s'il s'en tape, mais en tout cas, comme d'habitude, il se mouille pas trop. En tout cas, Mitterrand a jamais vraiment assumé ce tournant. Il n'a pas aimé, il n'a pas accepté le mot tournant. On a employé un autre mot qui était celui de parenthèse. Une parenthèse qui s'est jamais vraiment refermée. Lui, l'incarnation de la gauche, ne veut pas être celui qui a choisi la rigueur. Il préfère que le peuple se dise « Si Mitterrand a dû en arriver là, c'est qu'on ne pouvait pas faire autrement, c'est la faute à la crise. » Pourtant, la crise, c'est pas une fatalité, et une partie de son entourage avait une solution pour continuer la politique de relance. Le protectionnisme. C'est le cas de Chevènement, par exemple.
Chevènement sur qui on avait déjà réalisé un portrait que vous pouvez voir ou revoir sur la chaîne YouTube de Blast, chaîne à laquelle, j'en suis certain, vous êtes déjà abonné, vous avez déjà activé la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. En gros, ce que disaient Chevènement et d'autres à Mitterrand, c'est que s'il voulait mener à bien cette politique socialiste, il fallait sortir du système monétaire européen, c'est-à-dire arrêter la construction européenne. Eh bien, vous savez bien, il a fait le choix inverse, et pour plusieurs raisons, notamment la thune. Et puis, ce qui est intervenu surtout, c'est que Jacques Delors, au mois de mai à Bruxelles, a conclu un accord qui, en échange d'un prêt de l'Union européenne de 4 milliards d'écus, on parlait d'écus à l'époque et pas d'euros, s'engageait en France à désindexer les salaires par rapport au prix. Et oui, et puis Mitterrand a pris cette direction aussi parce que c'était un Européen convaincu. Vous savez peut-être qu'il avait d'excellentes relations avec le chancelier allemand Helmut Kohl à l'époque. Comme quoi, ça tient parfois à peu de choses. Cette décision de rester dans l'Europe ou pas, elle est à l'origine d'un clivage qui est encore présent à gauche aujourd'hui. Celui entre les libéraux et les autres. Bah aujourd'hui, c'est plutôt le clivage entre le courant islamophobe et le courant normal. Ah bah bravo, c'est objectif ça. Au début des années 80, on le sent ce changement de ligne au PS. D'ailleurs, le PCF ne va pas s'y tromper et va quitter le gouvernement socialiste en 1984 pour aller mourir tout seul dans son coin. Comme le reste du monde occidental, les socialistes français se sont convertis avec un peu de retard à la rigueur et à l'économie de marché. En fait, ils n'avaient pas de marge de manœuvre dans le système capitaliste pour faire autrement. C'était soit en sortir, soit faire avec. En tout cas, c'est ce que dit Mitterrand. Nous avons accepté de vivre avec le patronat. Pas seulement par pitié, mais parce que nous ne disposons pas d'une administration capable de se substituer tout de suite aux forces du marché et de la faire fonctionner, sans doute au violant au passage bien des libertés. Puisque nous avons accepté de vivre dans une économie libre, il faut en tirer les conséquences. Ne pas perdre l'objectif de vue, mais ne pas courir le risque d'être balayé. Elle semble loin, cette nuit de liesse du 10 mai 81. Les espoirs des Françaises et des Français au moment de l'élection sont vite balayés par l'exercice du pouvoir et le réalisme politique mis en avant par un parti socialiste devenu un parti de gouvernement réformiste. Ce tournant de la rigueur, il va laisser des traces importantes et il va durablement changer le rapport des électeurs à la gauche. De l'espoir, on passe à la méfiance et il faut comprendre les gens. Ils assistent à la transformation de la société française, le chômage devient massif et structurel et les salaires augmentent moins. Alors les inégalités continuent tout de même à baisser pendant cette période, mais la politique social-démocrate ou social-libérale d'après 83 est quand même plus perçue comme un pansement plutôt qu'une réelle aide. Puisque la rigueur est mal vue par la population française, le gouvernement panique. Et une des réponses qu'il va apporter, c'est de mettre dos à dos les ouvriers français et les ouvriers issus de l'immigration. Au printemps 82, d'importantes grèves éclatent dans le secteur automobile. Ces mouvements sociaux sont pour la plupart menés par des ouvriers spécialisés maghrébins qui réclament les mêmes droits que les travailleurs français. En effet, ils ne bénéficient pas des lois Auroux votées en 81 et qui ont garanti de nouveaux droits aux salariés. C'est dans ce contexte que Pierre Mauroy, alors Premier ministre, va déclarer « Les principales difficultés qui demeurent sont posées par des travailleurs immigrés dont je ne méconnais pas les problèmes, mais qui, il me faut bien le constater, sont agités par des groupes religieux et politiques qui se déterminent en fonction de critères ayant peu à voir avec les réalités sociales françaises. » On les accuse de communautarisme en gros quoi. Mais on dirait presque 2023. Ouais, sauf qu'à l'époque, il y avait quand même encore des régularisations de sans-papiers. Mais on est quand même au début de quelque chose, hein. Oui, selon la sociologue Laure Pitti, la manière dont le champ médiatique et politique va traiter le sujet de l'immigration à l'époque, eh bien ça va devenir la norme. L'image de la grève qui est donnée ici n'est donc pas celle d'une grève ouvrière, mais bien d'une grève d'immigrés, voire de musulmans. L'extériorité à la France est posée par l'opposition français-non français. Avant, on parlait de grève ouvrière et on désignait dans quelles usines celle-ci avait lieu. On parlait des ouvriers et à partir des années 80, on parlera des immigrés. L'ouvrier est vu uniquement comme un homme blanc. Et ça va avoir des conséquences durables sur le champ politique français. Ça va dégrader les liens de solidarité entre les travailleurs, l'immigré devient un coupable facile, un responsable de la crise économique et même du tournant de la rigueur. En août 1983, parmi les Français interrogés par la Sofres, le renvoi des travailleurs immigrés chez eux est perçu comme la meilleure solution proposée pour lutter contre le chômage. Désormais, l'apparente impuissance de tous les partis classiques à restaurer l'emploi permet au parti lepéniste de faire valoir sa prétention à être le seul à proposer une solution valable, en recentrant l'ensemble du débat politique sur l'immigration, présentée comme la cause principale de tous les fléaux affligeant le pays. Mais oui, c'est toujours les mêmes qui en profitent quand on pointe du doigt les immigrés. Marine Le Pen, non mais Marine Le Pen, non mais tu ne crois pas, tu ne crois ça.
Enfin, à l'époque, Jean-Marie Le Pen et le Front National. Le FN connaît ses premières percées électorales dans les années 80. Mitterrand a été beaucoup accusé d'avoir eu recours à l'épouvantail frontiste pour remporter les élections. Roland Dumas l'a reconnu un peu plus tard dans un numéro de Face aux Français. Le sous-entendu de Gamal, c'est quand même de dire qu'à un moment, la gauche a joué Le Pen pour éliminer la droite. Clairement. Mais ça, c'est assez vrai, mais ça fait partie de la tactique électorale, la tactique politique. Bon, c'est une strate qu'on connaît bien aujourd'hui. Littéralement, tout le monde après Mitterrand l'a utilisée. Cette stratégie de jouer avec le feu avec l'extrême droite, c'est un des éléments qui a permis au président français de se dégager de sa responsabilité quant au tournant de la rigueur. Et ça lui a aussi permis de perdre son électorat, puisque c'est à cette période-là que les ouvriers arrêtent de voter massivement à gauche. Les élections législatives de 1986 et de 1993, qui interviennent à l'issue de 5 années de gouvernement de la gauche, marquent 2 grands reculs du niveau du vote de classe ouvrier. C'est pas étonnant que ce soit Mitterrand qui ait participé à rompre ce lien. On vous l'a dit, c'est un bourgeois. Les classes populaires, il ne les fréquente que de loin, et quand il les rencontre dans les années 40, ça donne ça. Laisser l'avenir du pays aux mains d'une masse inculte était impensable. Après une visite dans une zone rurale de l'Auvergne, il écrivit, affligé, au sujet des paysans du coin, « Petits, besogneux, laids, comment redonner à ce peuple la flamme? Quelle différence les distingue des porcs, sinon ce qu'ils ratent ?» Et c'est pareil avec les mouvements sociaux, qu'il connaît finalement assez peu. Voilà ce qu'il dit en 68. Nombre de militants n'ont pas davantage oublié qu'en 68, François Mitterrand traitait les étudiants mobilisés de zozos. Sa carrière avait bien failli mourir là, lorsqu'il était apparu manœuvrier et impatient en annonçant qu'il était candidat au pouvoir quand le poste n'était pas vacant. Peut-être que Mitterrand, le bourgeois cynique, ne s'est jamais totalement effacé devant le Mitterrand, figure de l'union de la gauche. Peut-être qu'une autre personne aurait eu plus de remords à renoncer à un rêve politique et à se convertir à la loi du marché. Oui, et peut-être qu'une autre personne qui n'a pas l'histoire politique et familiale de Mitterrand aurait eu plus de scrupules à utiliser le repoussoir de l'extrême droite pour son intérêt politique. Mais ce n'est pas vraiment la question en fait. 1983 est un tournant global de la société française qui n'est pas du seul fait de François Mitterrand. Dans les années 80, la France entre dans le temps de la crise permanente et de l'individualisme triomphant, le libéralisme a le vent en poupe. En 1984, l'émission Vive la crise, diffusée sur Antenne 2 et présentée par Yves Montand, autrefois compagnon de route du Parti communiste, vise à faire passer ses idées nouvelles auprès des Français. Voyez-vous, je ne sais si nous vous avons convaincu, mais moi je retire une idée de tout ça. C'est que finalement tout ce qu'on peut dire ou tout ce qu'on peut faire, en définitive, c'est vous, et vous seul, qui trouverez la solution. Il n'y a pas de sauveur suprême, il n'y a pas de super caïd, il n'y a pas de Superman. C'est vous, prenez-vous par la main, sachez ce que vous voulez, demandez-le, voyons ce qu'on peut faire et avancez. Alors, ou on aura la crise, ou on sortira de la crise, et dans les 2 cas, on aura ce qu'on mérite. Voilà, excusez-moi d'être un peu comme ça, mais on arrive à la fin. Bonsoir et à bientôt. Un ancien compagnon de route du PCF, qui devient le VRP des idées libérales à la mode, c'est peut-être le meilleur exemple pour capter l'esprit de cette décennie. Ça et Bernard Tapie. Et dans cette décennie, les socialistes français, menés par François Mitterrand, ont d'abord essayé de résister à cet air du temps, et c'est apporté à leur crédit. Certaines de leurs réformes de 81 sont des conquis sociaux qui nous portent encore aujourd'hui. Mais très vite, devant ce que Mélenchon appelle le mur de l'argent, ils ont choisi de s'adapter à cette nouvelle société mondialisée, interconnectée, américanisée et pessimiste. Les socialistes français se présentaient comme un modèle pour les autres partis socialistes, le parti qui réalisera pour la première fois le socialisme dans la liberté. Et c'est à ça, finalement, que l'on a renoncé en 1982-83, sans vouloir le dire. Et le tournant, c'est l'abandon d'un rêve. Cette décennie de changement se terminera en 1991 avec la chute de l'URSS, le contre-modèle par excellence. Dans un essai publié en 1989, quelques mois avant la chute du mur de Berlin, le chercheur américain Francis Fukuyama proclame la fin de l'histoire, estimant que la démocratie libérale et l'économie de marché ont définitivement triomphé. Cette thèse est hautement critiquable, d'ailleurs elle a été critiquée, mais elle capture bien l'état d'esprit du moment. Les années 80 ont effectivement été celles du triomphe d'une doctrine économique à l'échelle mondiale. Et pour la France alors, est-ce qu'un autre monde aurait été possible à ce moment-là? Que se serait-il passé si Mitterrand avait fait le choix de quitter la construction européenne? Écoutez, ici on fait des portraits, on n'est pas encore dans la voyance. N'oubliez pas de faire des dons à Blast, c'est toujours très important pour soutenir l'indépendance du média. En plus on n'a plus beaucoup de budget, regardez, on emprunte des livres à la médiathèque au lieu de les acheter, c'est scandaleux. Et pour la fin de ce double portrait sur François Mitterrand, on se retrouve sur ma chaîne Twitch et sur celle de Maudy en synchronisé pour vous faire un petit live pour revenir sur les 2 vidéos et puis aussi vous parler de tout ce qu'on n'a pas pu mettre dans les épisodes, d'autres sources, d'autres anecdotes, etc., etc. Venez nombreux, ça va être très intéressant.